Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Le Dry January est désormais loin derrière nous, il nous reste encore quelques mois avant le Sober October, mais la tendance NOLO ne se limite pas à 2 mois dans l'année, non. Par NOLO, comprenez l'abstinence, no, ou la mesure avec un faible degré d'alcool, l'eau. Et parmi ces boissons alternatives, mais tout aussi festives, qui donnent tout son sens à cette tendance, il y a bien sûr des bières, des spiritueux, mais aussi du vin. Et c'est à ce vin léger, faiblement alcoolisé, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et nous allons en parler en compagnie de Sébastien Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Moderato. Moderato, c'est une gamme de vins à faible teneur en alcool, rouge, blanc, rosé, pétillant, tous bio, et qui titre 5 degrés seulement. Je disais que Moderato, effectivement, affiche seulement 5 degrés, qui s'inscrit clairement dans la tendance NOLO, soit l'abstinence ou la modération en ce qui concerne la consommation d'alcool. La boisson que vous avez développée prend le parti du lot. On réduit de près de, même plus de moitié. On est sur des vins généralement à 12-13 degrés, là seulement 5. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ce produit et à réduire la teneur en alcool d'une boisson, boisson très connue, le vin ? Alors avec mon associé Fabien, en fait, on venait de 2 univers complémentaires. De mon côté, je suis un peu plus tombé dans cet univers-là. J'ai travaillé dans les vins spiritueux. Je viens d'une famille de viticulteurs et de distillateurs de cognac. Et mon associé Fabien, lui, a travaillé des années dans la boisson, en fait, les soft drinks, les jus. On s'est rencontrés un peu par hasard. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, en voyant une tendance de fond, notamment quand on regardait le marché de la bière, où aujourd'hui, il existe des bières sans alcool, mais qui sont des produits vraiment de qualité et qui s'adressent plus uniquement aux abstinents, mais aux gens qui ont envie de mieux maîtriser leur consommation. Du coup, on s'est dit sur le vin, qui est une boisson référence, une boisson culturelle, on est tous les deux passionnés de vin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler autour de ce savoir-faire pour proposer des produits de qualité, mais évidemment, réduit en alcool, c'était notre premier pas. Et depuis 2 jours, on vient de mettre en bouteille un zéro, en fait. Un no. Exactement, voilà. Un no pétillant. Alors, ma question, est-ce qu'on peut vraiment parler de vin à proprement parler, boisson vinifiée, boisson à base de vin désalcoolisé? Alors, c'est une très bonne question. En effet, la législation aujourd'hui ne nous autorise pas à dire vin. Mais bientôt. Mais avec bientôt, normal, exactement. Exactement. La PAC est en train de faire évoluer ça pour de bonnes raisons. Je pense que nous, le parti qu'on a, c'est de dire qu'il faut être transparent par rapport aux consommateurs. Nous, aujourd'hui, on est 100% issus du vin. On est sans arôme ajouté. Donc, en toute transparence, on vient du vin. Et si le consommateur nous perçoit comme un vin, il n'y a pas de tromperie. Le deuxième point, c'est que ça va permettre aussi de clarifier un petit peu. Aujourd'hui, dans les vins sans alcool, il y a des produits 100% issus du vin, il y a des produits partiellement issus du vin, il y a des produits qui sont à base de jus de raisin. Et donc, on est sur des produits assez différents. Et le dernier point aussi, c'est que ça va permettre aussi de valoriser cette catégorie-là auprès des producteurs et de plus être dans une démarche pour eux de bon, j'ai un surplus, qu'est-ce que j'en fais plutôt que d'aller le faire distiller, est-ce que je peux le valoriser autrement? Et le fait de cadrer ça va permettre, je pense et on l'espère, d'aider à développer et valoriser cette catégorie. Justement, on parle quand même. On va parler de boissons en attendant, effectivement. Boissons issues tout de même de vignes et qui assemblent différents cépages. Monarque, Prior, Sauvigné gris, Muscari. Alors, ce ne sont absolument pas des cépages connus du grand public. Quelles sont leurs particularités ? Alors nous, je vais remettre ça dans le contexte de notre engagement qui est essayer de faire évidemment des vins réduits en alcool, voire sans alcool. Mais pas que. Mais de le faire de manière responsable aussi, en minimisant l'impact sur l'environnement. La première année, notre première cuvée, on a travaillé avec un vigneron qui travaillait sur des cépages résistants. Donc, c'est les cépages que vous venez de citer, qui sont des cépages obtenus par hybridation, en fait, et qui permettent de réduire, en fait, les intrants, c'est-à-dire les traitements dont la vigne a besoin pour se protéger, notamment à cette saison au printemps où les variations de température, d'humidité amènent des maladies. Ça a été notre première étape. On avait toujours en ligne de mire, nous, d'essayer de passer bio. Et du coup, cette année, sur notre nouvelle cuvée, on est passé bio. Donc là, ça veut dire qu'on a des niveaux d'intrants, donc de traitement réduits, des niveaux de sulfite aussi qui sont bien réduits par rapport à la norme aussi. On vous parliez de procédés un peu plus tôt.
comment on réduit la teneur en alcool d'un vin? On part d'un vin qu'on va désalcooliser ou on a un processus de fermentation qui va être différent? Alors, dans notre cas, on travaille sur des vins qui sont des vins vinifiés à maturité, donc des vins avec de belles caractéristiques de vin, aromatiques, Il va y structurés. avoir une étape supplémentaire Et du finalement. coup, oui, la deuxième étape, donc la première étape, c'est Et vraiment on pour part nous. d'un vin Ouais, traditionnel. exactement. Qui, Pour nous, oui. 13 degrés. C'est ça, à peu près. Nous, ça va être la sélection de ce type de vin, parce qu'il faut des profils assez spécifiques, bien équilibrés, avec une bonne rondeur, un bon fruité, puisqu'après, il y a en effet cette deuxième étape qui est l'étape de réduction en alcool. Aujourd'hui, nous, on travaille avec un process qui est un process de distillation à basse température, sous vide, qui permet en fait De préserver les arômes, c'est ça, j'imagine. l'évaporation de l'alcool tout en préservant les arômes et sans avoir à trop chauffer le vin pour éviter ce côté qui serait cuit en fait. Si on chauffe trop un vin, il y a un côté un peu souple. Et avec ce système-là, on arrive à récupérer les arômes et à garder ce que j'appelle un peu la colonne vertébrale, cet ADN du vin en fait. Vin cuit, vin trop sucré, généralement. Il y a eu beaucoup d'innovations dans les procédés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on essaye, nous aussi, de travailler sur, évidemment, garder la structure, mais pas compenser avec des taux de sucre qui deviendraient ceux de boissons soft classiques, en fait. Donc, c'est pour ça que la structure du vin de départ est très importante. Et après, on ajuste simplement pour avoir un bon équilibre entre le sucre, l'acidité, un petit peu d'amertume s'il y a besoin. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas avoir à trop équilibrer et de garder finalement les sucres d'origine du vin, en fait. On parlait de cette appellation vin. Vous gardez quand même tous les codes du vin. Il y a cette bouteille, l'étiquette. Vous vendez effectivement sur Internet, mais aussi en vente chez les cavistes. En quoi c'était important de garder tous ces codes? Juste mention sur le bouchon vissé, qui, je sais pas, un parti pris, je ne sais pas. Oui, mais, oui, c'est. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'était de s'adresser, et c'est ce qu'on voit depuis un peu plus d'un an, aux amateurs de vin. C'est-à-dire aux gens qui ont... Donc votre cible principale, ce sont les amateurs. Enfin, Oui, ce sont tout à fait. des personnes qui boivent de l'alcool. Il y a quand même 5 degrés, Oui. même si on rappelle que c'est à boire avec modération. Voilà. Alors on passe... oui, Amateurs de vin. tout à fait. Et même sur le zéro pétillant qu'on vient de produire, nous, c'est vraiment, on s'adresse à des gens qui aiment le vin, qui ont comme boisson référente le vin, et qui se disent, en effet, c'est difficile d'ouvrir une bouteille en début de semaine ou de boire un verre de vin tous les soirs ou au moment du déjeuner. En revanche, c'est un plaisir qu'on aimerait garder. Donc nous, on travaille vraiment sur le savoir-faire issu du vin pour arriver à des produits qui répondent à ces attentes. Pas en disant c'est exactement un vin, ça remplace le vin, mais exactement comme pour la bière zéro, je suis sur un produit qui vient de la famille de la bière. Nous, c'est je suis sur un produit qui est dans la famille du vin et ça me fait plaisir de le boire. Donc c'est vraiment notre cible et notre objectif aujourd'hui. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de garder certains codes, puisque nous, on s'appuie vraiment sur un savoir-faire. On travaille avec un œnologue qui est dans la profession depuis 25 ans, qui est vigneron aussi, qui est même docteur en chimie, pour vraiment avoir un savoir-faire très fort qu'on améliore au fur et à mesure. On est tout à fait conscient de ça aussi. Mais pour vraiment garder cet ADN vin et pour que ça soit un marqueur clair pour nos consommateurs aussi. Quelles sont les meilleures façons d'en profiter finalement? On va aussi l'associer. Je ne sais pas si vous travaillez aussi sur des accords vin-mets. C'est au repas ou c'est une boisson qui s'apparenterait davantage à la bière? Alors, oui, il y a plusieurs occasions clés. Nous, on est parti du postulat que l'apéritif était une occasion institutionnelle en France qui prenait de plus en plus de place parce qu'on est sur des repas moins normés, on est des choses parfois plus légères. Et sur l'apéritif, c'est vrai que le vin est un petit peu moins présent par rapport à la bière, par rapport à d'autres alcools. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur une première gamme à 5. Le zéro y répond aussi très bien. Et ça, c'est une occasion assez large. C'est vraiment ce verre de fin de journée où on a envie de se relaxer, de se faire plaisir, mais pas avec quelque chose qui va peser sur la tête, sur la santé. Une autre occasion, c'est à midi aussi. Finalement, aujourd'hui, on boit plus de vin pour de très bonnes raisons. Et on aurait parfois envie, sur des plats légers, une salade, d'avoir quelque chose d'un petit peu aromatique, d'un petit peu agréable. Il n'y a pas tellement d'options aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé ces vins-là. Et ce sont un peu les deux grosses occasions. Après, il y a une autre occasion qui serait le brunch le dimanche aussi, mais qui est une occasion un petit peu plus niche, en fait. Et est-ce qu'on va pouvoir le conserver de la même manière?
Alors, c'est des produits qui sont faits pour être bu jeunes, très clairement. Il n'y a aucun intérêt à les garder. Vous parliez de la capsule à vis, en fait. La Oui, on ne capsule à peut vis, pas c'est avoir choix. un millésime. Non, c'est fait pour être bu dans les 2 ans. La capsule à vis permet d'ouvrir la bouteille, de la fermer, de la garder au réfrigérateur pendant plusieurs jours sans qu'il y ait d'altération du produit. C'est fait pour être bu jeune, en fait, vraiment, parce que c'est des produits qui sont frais, qui sont rafraîchissants, qui sont fruités. Et du coup, ça n'aurait aucun intérêt de les garder trop longtemps, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit vraiment de niche? Est-ce que c'est un marché complémentaire à l'offre déjà existante de vins traditionnels? Et pour l'heure, est-ce que le marché est régulier, prometteur? Alors oui, on voit 2 choses. On voit d'abord sur le marché du vin, aujourd'hui c'est quasiment 30%, 30% oui, des consommateurs d'alcool qui consomment des produits lono, donc réduits, voire sans alcool. C'est quasiment un tiers, donc c'est énorme. Dans le vin, c'est plus de 40% qui se disent intéressés par des options moins alcoolisées, voire sans alcool. Et Donc cette très tendance, prometteur. elle est encore plus forte chez les 25-30. Si on prend le parallèle, nous, qu'on regarde aussi de la bière sans alcool, en quelques années, aujourd'hui, le marché de la bière sans alcool, c'est quasiment 8% du marché, et c'est une croissance à 2 chiffres chaque année. Donc, c'est plus une niche, c'est vraiment une tendance de fond, en fait, qui correspond à un mode de consommation qui évolue, qui est, on veut garder le plaisir des bonnes choses, mais en réduisant l'impact sur soi et éventuellement aussi, si on peut, c'est quand même très important, l'impact sur la planète. Alors très prometteur, et pourtant le vigneron auprès de qui vous travaillez, Vincent Pugibert, on n'a pas cité son nom, disait faire un tabac à l'export où il vend 90% de sa production. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pensez alors, il ajoute aussi que la clientèle existe peu car elle n'achète que des étiquettes. Est-ce que vous pensez que c'est un peu plus compliqué en France, effectivement, ce pays où on est très attaché à son terroir, ses savoir-faire et puis au vin de manière générale? Vincent a été quelqu'un de très visionnaire. On a été très content de travailler avec lui l'année dernière. On a beaucoup appris. Et il a tout à fait raison. C'est vrai qu'en France, c'est un produit très culturel avec tout ce que ça a de positif et tout ce que ça peut avoir un peu de rigide aussi. Nous, notre idée, c'est, on est français, originaire de France. Avec mon associé, on a travaillé avec pas mal de pays étrangers aussi. Donc depuis le début, on regarde à l'export aussi, où les marchés sont plus ouverts et plus avancés sur ce genre de produits. Si on prend les pays du nord de l'Europe, si on prend l'Amérique du Nord aussi, on a des demandes et on a commencé à envoyer des produits sur certains de ces marchés parce que la réglementation n'est pas tout à fait la même et parce qu'il y a moins oui, une certaine forme de conservatisme, même si, encore une fois, nous, on n'est pas là pour dire le vin est mort, vive le nouveau vin, mais plutôt élargissons la famille du vin, en fait. Il y a un travail d'évangélisation à faire encore? Tout à fait, et quelque part, nul n'est prophète en son pays, donc c'est pour ça que l'export est aussi très important, mais c'est pour ça aussi qu'on se positionne comme une nouvelle occasion, un nouveau produit, comme vous le disiez, quelque chose de nouveau, de complémentaire en fait, et pas un remplacement total ou un produit très niche. Et festif. Exactement. Tout autant. Merci beaucoup Sébastien Thomas, Merci. cofondateur et directeur général de Moderato. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez un excellent week-end sur Bismart, bien sûr.